Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Nous sommes aujourd'hui le 26 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans votre nouvel épisode, l'Ukraine est remplie de minerais critiques que Donald Trump veut exploiter. Et M. Trump ne verra sans doute pas les grands résultats qu'il espère. Ensuite, nous aborderons un des plus grands vols de l'histoire de la crypto-monnaie, 400 000 Ethereum pour un total de 1,5 milliard de dollars. Ce sont des pirates qui sont à la pointe. Et pour finir, c'est Peter de Keyser que nous retrouverons pour analyser le rapport annuel de la Banque nationale et d'après ce dernier, la Belgique serait vulnérable. Z sur 7 à la une. Au cours de leur conférence de presse, Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué à plusieurs reprises les terres rares et les minerais critiques dans le sous-sol ukrainien. Les États-Unis comptent pouvoir exploiter des gisements sur place, analyse avec Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'ESCP. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce sont les matériaux critiques. C'est ceux qui sont indispensables pour la transition énergétique, pour la vie moderne, pour le développement de l'aéronautique. C'est le titane, c'est le cobalt, c'est du cuivre. Ce sont des matériaux assez communs, je dirais. Mais ils deviennent critiques parce qu'il faut de nouvelles quantités. Samuel Furfari se montre très sceptique quand il entend Donald Trump réclamer un accès privilégié au sous-sol ukrainien pour rembourser l'aide versée pendant 3 ans. On l'écoute. Ouvrir une mine, en moyenne, requiert 17 années. Le processus administratif, puis le processus de développement, les infrastructures pour exporter les produits, ça demande du temps. Et M. Trump ne verra sans doute pas les grands résultats qu'il espère. L'Ukraine exploite très peu ses réserves de matériaux critiques. Et pour cause, beaucoup de ces ressources se retrouvent en territoire contesté par la Russie. Samuel Furfari nous explique. Ouvrir une activité d'extraction minière requiert beaucoup d'argent. Ce sont des investissements énormes. Et la récupération de l'investissement se fait sur des longues périodes. 25, 30 ans, 40 ans. Donc, pour pouvoir investir et dire qu'on va récupérer l'investissement, ça ne peut se faire que dans un pays stable. Et justement, l'Ukraine n'était pas stable et ne le sera sans doute pas de sitôt. Difficile dans ces conditions d'imaginer le souhait du président des États-Unis se réaliser. Z sur 7 à la une. En Belgique, plus de 20% des travailleurs sont privés d'un médecin au moins une fois par an, faute de rendez-vous ou faute de temps. Un manque de médecins allongeant les délais, c'est 2/3 des travailleurs qui abandonnent l'idée d'une consultation, sans oublier un autre frein, le travail. Amandine Bosseret, juriste chez Acerta. Le travailleur doit faire tout son possible pour essayer de prendre un rendez-vous médical après les heures de travail, et ce n'est que si c'est impossible qu'il peut éventuellement prendre un rendez-vous médical pendant ces heures. Mais dans ce cas, il n'est pas payé sauf exception. L'employeur peut même exiger une preuve qu'il n'y avait aucune autre option. Certains accordent plus de flexibilité via leur règlement de travail, mais ce n'est pas la norme. Alors le télétravail pourrait-il être une solution ? Amandine Bosseret. Les télétravailleurs, normalement, ils doivent faire toutes leurs heures de travail, mais ils sont libres de les faire quand ils le veulent. Donc, on pourrait imaginer que, sauf disposition contraire dans le règlement de travail, évidemment, le travailleur puisse se rendre à un rendez-vous médical en journée. Si c'est justement une journée de télétravail, il rattrapera dès lors ses heures par la suite, ou bien il commence un petit peu plus tôt. Mais ça uniquement s'il n'y a pas de temps de disponibilité prévu en cas de télétravail. Depuis le Covid, les employeurs se posent plus de questions sur ce qui fonctionne ou non. Faut-il une loi pour garantir ces absences ? Pas forcément, estime Amandine Bosseret, juriste chez Acerta. Cadrer juridiquement, ça peut toujours apporter des avantages, mais d'un autre côté, donner une certaine liberté entre l'employeur et le travailleur pour trouver des accords entre eux en fonction de la situation concrète est également bien. Donc il m'est difficile de juger ce qui est mieux ou pas. La loi sur le règlement de travail impose aux travailleurs de faire preuve de bon sens et aux employeurs d'agir avec prudence et diligence. Z sur 7 à la une.
400 000 Ethereum, soit l'équivalent de 1,5 milliard de dollars, ont été siphonnés sur la plateforme Bybit. C'est l'un des vols les plus importants de l'histoire de la crypto-monnaie et il a été réalisé par un groupe de hackers bien connu. Sébastien Buron, journaliste financier pour Trends Tendance. On parle du groupe Lazarus, donc qui est un groupe de hackers connus. Ce sont des professionnels, ce sont des pirates qui sont à la pointe et des hackers qui travaillent pour le régime de Pyongyang. Ce coup, venu de Corée du Nord, a été préparé depuis des mois et les pirates sont parvenus à pénétrer le système par un simple phishing. Harold Kinney, CEO de B-Blockchain, nous explique ce que c'est. Le phishing, c'est la première étape, on va dire. Donc, c'est ce qui permet donc aux hackers de prendre le contrôle des ordinateurs des opérateurs. Donc, c'est-à-dire qu'un des opérateurs a soit ouvert un mail ou téléchargé une pièce jointe avec un virus, on va dire ça comme ça, cheval de Troie, etc., qui a permis aux hackers de prendre le contrôle justement des ordinateurs. Et pour la suite, il s'agit d'une erreur humaine simultanée qui a validé l'envoi de 400 000 Ethereum sur un compte pirate. La plateforme Bybit a reconnu sa faute. Une communication bien accueillie, Harold Kinney. Bybit, en gros, n'a pas vraiment de manquement en termes de cybersécurité de leur plateforme en tant que telle. Donc, les fonds des utilisateurs sont safe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est plus au niveau des opérateurs, de faire attention à avoir bien une messagerie qui est sécurisée, avoir des bonnes pratiques de cybersécurité. Depuis le casse, une course contre la montre s'est enclenchée pour retrouver les montants dérobés. Une quarantaine de millions ont été récupérés, mais le groupe Lazarus a une filiale de blanchiment d'argent. Ces dernières heures, le marché a réagi à la baisse, mais ce vol n'est pas le seul facteur à l'avoir influencé. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Aujourd'hui, Peter de Keyser a choisi de nous parler du rapport annuel de la Banque nationale. Tout d'abord, pourquoi ce rapport est-il si important et surtout, que dévoile-t-il ? Alors chaque année, la Banque nationale de Belgique publie son rapport annuel. C'est toujours un moment objectif pour réfléchir aux forces et aux faiblesses de l'économie belge, particulièrement aujourd'hui. Alors que les débats politiques se concentrent souvent sur des fragments de politique économique, les pensions, les prix de l'énergie, l'industrie, le marché du travail, il est toujours facile d'en discuter ou de les commenter individuellement. Le rapport de la Banque nationale montre clairement que tous ces éléments sont liés entre eux. C'est précisément pour cette raison qu'il est si intéressant d'examiner les rapports en détail. Alors, la Belgique est un pays riche aux caractéristiques uniques. Nous sommes toujours à la pointe de l'innovation, c'est un atout très important pour la création de richesses. La Belgique exporte de nombreux produits de haute technologie. En plus, environ 14% des entreprises utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leurs activités, l'un des pourcentages les plus élevés d'Europe. Dans le même temps, la pauvreté en Belgique est faible et les inégalités sont très limitées. On ne s'en rendrait pas compte en écoutant parfois le débat public. Mais il existe de grandes différences régionales. Si nous examinons les 3 régions, nous constatons que la Flandre a le taux de pauvreté le plus bas de tous les pays développés. Le risque de pauvreté est élevé en Wallonie et inacceptable à Bruxelles. En termes de statistiques sur la pauvreté, Bruxelles se classe parmi les pires de toute l'Europe. Il y a matière à réflexion. C'est comme si la région la plus riche et la plus pauvre d'Europe se trouvait l'un à côté de l'autre. Ensuite, quelles sont les faiblesses ? Il y a 2 faiblesses. Notre prospérité repose sur une base étroite et insoutenable et elle est particulièrement fragile. Tout d'abord, l'étroitesse de la base. Par exemple, le nombre de personnes employées est beaucoup trop faible, surtout par rapport à d'autres pays d'Europe. Les migrants sont également sous-employés. Là aussi, les différences régionales se reflètent. Le taux d'emploi est élevé en Flandre, insuffisant en Wallonie et certainement à Bruxelles. L'augmentation du nombre d'emplois de 13 000 en 2040 est entièrement due à l'augmentation du nombre d'emplois payés ou subventionnés par le gouvernement. La part des emplois dans le secteur public au sens large représente aujourd'hui 38% de l'emploi salarié domestique. Deuxièmement, la vulnérabilité. Nous sommes une petite économie ouverte et les turbulences extérieures nous coûtent une prospérité immédiate. Nous sommes particulièrement dépendants d'accords internationaux stables, du libre-échange, d'un monde fondé sur des règles.
certainement depuis que le président Trump a pris ses fonctions aux États-Unis. Il s'agit donc d'une menace directe pour notre prospérité. En tant que petite économie ouverte, nous devons en être conscients. En plus, les prix élevés de l'énergie pèsent sur notre productivité et notre compétitivité. Nos entreprises à forte intensité énergétique sont excessivement productives et sont excessivement vulnérables aux prix élevés de l'énergie aujourd'hui. De plus, les marges de manœuvre s'épuisent. En effet, les finances publiques continuent de se dégrader. Même en l'absence de Covid ou de crise énergétique, les dépenses publiques continuent d'augmenter. Cela rend la Belgique vulnérable en cas de nouvelle crise. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? La Belgique est-elle vulnérable ? Alors, si un nouveau choc externe se produisait, la Belgique ne pourrait plus intervenir. Nous n'avons plus la marge budgétaire pour le faire. Et si nous le faisions, nous serions très vite dans le collimateur des marchés financiers. En d'autres termes, notre marge politique en tant que pays est déterminée par ce que les marchés financiers nous permettent de faire. Nous pouvons y remédier qu'en continuant à assainir les finances publiques, en réduisant les dépenses publiques et en multipliant les réformes structurelles, c'est-à-dire en augmentant le nombre de personnes au travail. C'est la seule façon de rétablir le budget et la seule façon de limiter la vulnérabilité de la Belgique. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons déjà aux 4 dernières minutes du podcast. Aujourd'hui, c'est avec Olivier Colsoul, stratégiste chez AG Insurance, que nous analysons les marchés. Il fait le point sur la publication des chiffres trimestriels des entreprises qui s'achèvent tout doucement et sur les résultats déjà sortis. Alors on va commencer par les États-Unis puisque c'est là qu'on est un peu plus avancé dans la saison, puisque 85% des entreprises ont en fait déjà publié leurs chiffres. 3/4 d'entre elles ont publié des surprises positives, c'est-à-dire que des chiffres étaient au-dessus des attentes et l'amplitude de ces attentes était même de l'ordre de 7%. Alors à la fois le taux de surprise positive et l'amplitude de ces surprises sont des bons chiffres, mais sont quand même assez en ligne avec les moyennes historiques de long terme. Si on en vient aux chiffres à proprement parler pour la croissance des bénéfices qui devrait avoisiner globalement les 15% pour un chiffre d'affaires en hausse de 5%, mais déjà une grande partie de cette hausse a déjà été réalisée. Et sauf erreur de dernière minute ou faute de parcours de dernière minute, eh bien, on devrait avoir une saison des résultats qui devrait être la meilleure depuis le dernier trimestre de 2021 aux États-Unis. Pourtant, les temps sont durs pour les États-Unis en ce moment. Les valeurs technologiques restent aux avant-postes, mais elles vont se faire voler la vedette. Alors les valeurs technologiques seront toujours bien orientées en termes de croissance, mais elles vont se faire voler la vedette cette fois-ci par le secteur de la consommation discrétionnaire, mais qui contient aussi des valeurs un petit peu atypiques comme Amazon et Tesla. Les valeurs financières sont aussi un secteur qui devrait connaître une belle croissance. La santé, c'est bien, mais c'est un petit peu en dessous de l'indice global. Et alors la lanterne rouge, eh bien, on retrouve en fait là le secteur énergétique. Tout cela nous amène à remettre en question l'appellation des 7 magnifiques. Eh bien, en fait, la croissance attendue, elle est autour de 22%. Donc, certains ont déjà, en tout cas, beaucoup d'entre eux, déjà sorti leurs chiffres. Et donc, ça veut dire qu'on reste largement au-dessus, je dirais, de la croissance moyenne pour l'indice S&P 500, puisqu'elle devrait être autour de 15%. Je pense que l'essentiel n'est peut-être pas là, mais c'est depuis qu'on a eu l'onde de choc provoquée par DeepSeek, c'est de savoir si les investissements massifs qui ont été consentis vont se traduire par des revenus et des marges en hausse. Et donc là, la guidance sera importante. Si on regarde de façon globale le groupe des 7 magnifiques, eh bien, les prévisions des analystes pour, je dirais, les trimestres à venir et l'année 2025 restent bien orientées, ne sont pas remises en cause, mais il y a quand même un certain attentisme parce qu'en fait, il y a la société, notamment Nvidia, qui doit sortir ses chiffres et ce sera le cas en fait demain soir. Et du côté de l'Europe, certains résultats sont déjà tombés. Olivier Colsoul, encore une fois, pour nous expliquer. Eh bien, on est un petit peu moins avancé dans la saison des résultats. On est, je dirais, une bonne moitié de la publication attendue. Là aussi, les surprises positives sont bonnes. On a aussi une amplitude de surprises positives qui tourne autour de 7%. Ça veut dire que les résultats qui ressortent sont meilleurs qu'attendus et 7% en général au-dessus des attentes. C'est en fait plus ou moins le même niveau de surprises positives qu'aux États-Unis. Alors, bien entendu, la croissance des bénéfices, elle est
plus faible qu'outre-Atlantique, puisqu'elle tourne autour de 5%. Mais si on enlève le secteur énergétique, eh bien, on bondit globalement à 12%. Au niveau sectoriel, c'est aussi les financières qui ont le vent en poupe. Mais là, je dirais qu'ils sont devancés par la santé et aussi par d'autres secteurs un petit peu plus atypiques comme les entreprises de matériaux et les entreprises industrielles. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, vous pourrez retrouver la rubrique à la une de Trends Tendance. Comme vous le savez, un journaliste décryptera les dessous du magazine Trends Tendance. Vous pourrez aussi retrouver vos analyses quotidiennes sur le monde économique et sur les marchés financiers. Restez à l'écoute. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.